Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver sur votre télévision préférée, Bonferré TV. Cela dit, Maître Abdrahman Larouane, avocat constitué des parties sommées des déguerpis dans une affaire de conflit champêtre, a animé ce matin à son cabinet un point de presse relative à cette affaire dite conflit champêtre dans la région de Tawa. L'objectif est de mettre en exergue certains éléments du dossier dans l'optique d'une rétraction plutôt des juridictions liées à cette affaire. Le résumé du point de presse avec Sidi Kouharina et Siraja Maman. Mettre en lumière certains éléments du dossier qui n'ont pas été pris en compte dans le dénouement judiciaire du conflit champêtre dans la région de Tawa pour prétendre à une éventuelle rétractation des juridictions concernées par le dossier, c'est l'objectif visé à travers ce point de presse. On a constaté de sérieuses difficultés parce que les décisions qui ont été rendues demandaient au village de déguerpir des cimetières, des points d'eau, notamment des puits, des mares qui sont censés être un bien classé du domaine public de l'État. Et de ce problème, il y a aujourd'hui 7 dans la région de Tawa qui font couler beaucoup d'encre. Et présentement où je vous parle, il y a quelque part des gendarmes dans les champs qui sont en train de surveiller les gens pour ce genre de problème. Et je vais prendre deux rapidement en résumé pour vous expliquer le premier cas. Le premier cas de ce village qu'on appelle Abatnaho, c'est-à-dire en Tamashek, une mare, où vous voyez tout ce contour-là, ce sont des collines, c'est une vallée ici, et des collines tout autour. Un habitant de ce village qui a gagné dans un procès tout cet espace qui fait plus de 400 hectares. 400 hectares. Et c'est au moment de venir exécuter, on a constaté que le village fait partie des 400 hectares. Les cimetières, il y a 2 sites de cimetières qui font partie des 400 hectares. Il y a la mare et sa vallée de savane. Il y a les puits également. Il y a au moins 7 puits. Et aujourd'hui, le monsieur qui a gagné les 400 hectares est censé être propriétaire de tous ces biens-là, qui malheureusement, au fond, notamment le village, les cimetières, la mare, les puits et la savane, qui ne doivent pas faire l'objet d'une propriété privée. Osier, le maître Larouane Abdrahman, un nouveau règlement qui procède donc d'une rétractation de la juridiction concernée s'impose, eu égard à la nécessité de consolidation de l'unité nationale et de la préservation de la paix. Il invite l'État de peser de tout son poids pour atteindre ces résultats. Clôture cet après-midi des travaux de l'atelier de formation des cadres de l'administration du Parlement nigérien sur la logistique et l'écriture administrative, organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec le soutien financier du PAGOD. Selon les bénéficiaires, ils ont été bien outillés pour mener à bon train leur mission. N'est-ce pas Boubacar Amadou et Diori Mahamadou? Les cadres de l'administration du Parlement nigérien à l'école du savoir sur la logistique et l'écrit administratif. Ces 2 jours de formation ont permis à ces derniers, selon leurs témoignages, d'acquérir des connaissances qui leur permettront de conduire à bon train le travail parlementaire. Ce sont donc des routiniers de l'écrit administratif, mais cette formation vient donc compléter ce que nous faisons, c'est que notre rédaction administrative, mais on sera encore donc plus performant après cette formation, donc pour servir l'administration de l'Assemblée nationale. Le présent atelier, au regard du thème, la logistique et l'écrit administratif, va contribuer nul doute à l'amélioration de la performance individuelle de chacun pour faire face aux multiples exigences du travail parlementaire. Cette formation a été rendue possible grâce au soutien financier
du projet d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, un projet implanté au Niger à travers la coopération suisse en vue de contribuer au renforcement du processus démocratique en cours au Niger. L'activité qui nous réunit aujourd'hui, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, avait pour objectif de promouvoir la gouvernance dans l'administration, une gouvernance de qualité au sein du Parlement nigérien. Elle a été confiée au Haut Commissariat à la modernisation de l'État, qui est un partenaire de longue date du programme d'appui à la gouvernance démocratique et qui nous a donné toujours des meilleurs résultats. Et pour rappel, je voudrais dire que le programme d'appui à la gouvernance démocratique a 3 volets, dont l'un des volets porte sur l'amélioration de la qualité des services publics. L'initiateur de cette formation, qui n'est autre que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, reste convaincu qu'une administration ne peut répondre aux aspirations des usagers que si cette dernière dispose de personnel qualifié, d'où l'importance de cette formation. Pour remplir les engagements du président de la République, le gouvernement s'est attelé très tôt à instaurer une culture de performance et de qualité dans l'administration publique. C'est dans ce cadre que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a engagé une dynamique pour apporter un engagement qualitatif chez les fonctionnaires de notre administration dans le but de moderniser les institutions publiques pour accroître leur efficacité afin qu'elles répondent plus efficacement aux besoins des usagers des services publics. Ce renforcement de capacité est la suite d'une série de formations initiées par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, accompagné de ses partenaires à l'endroit des parlementaires, du personnel et des cadres de l'administration de l'Assemblée nationale. Autre aspect de ce journal, il s'agit de l'unité syndicale des enseignants du secondaire en abrégé UCS Niger qui a rendu public ce matin une déclaration relative à l'organisation du baccalauréat 2023. Elle a exigé du gouvernement de prendre désormais toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des examens du baccalauréat. N'est-ce pas Suleiman Ousmane et Omar Boukari? Les enseignants du secondaire regroupés au sein de l'unité syndicale des enseignants du secondaire ISES Niger donnent sa position sur l'organisation du baccalauréat session 2023. Dans cette perspective, l'ISES Niger dénonce l'attitude de certains acteurs éducatifs sur cette question. Il y a lieu de s'inquiéter quant aux réelles motivations de certains acteurs négationnistes aux agendas erronés, dont la fin sera encore pour eux un échec. En réalité, dans cette situation, face à cette situation, l'opinion vient de se rendre compte que derrière cette histoire ressortent des intentions de manipulation et d'exagération. Un acharnement belliqueux sans fondement et irréaliste juste pour atteindre des desseins malsains. L'ISES Niger encourage et félicite le directeur général de l'UBEX pour la qualité constatée dans l'organisation de ces examens. Il est impératif moral de reconnaître les efforts réels et le pragmatisme dont qu'a fait montre l'UBEX en général et son DG en particulier, en l'occurrence professeur Monkela Abdou Serki. Surtout quant à la promptitude légendaire dont elle a toujours fait preuve lorsqu'il s'agit de redresser. L'unité syndicale des enseignants du secondaire du Niger rend un hommage mérité à l'OBEX et tous ceux qui promeuvent la qualité de l'éducation au Niger. Cette sortie médiatique de l'ISES Niger intervient à la veille de la reprise de l'épreuve de mathématiques pour la série D et fait suite également à plusieurs réactions des acteurs éducatifs sur la question de l'organisation du baccalauréat de cette année.
Il est mercredi et je suis avec Balima Boureima. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 19 juillet 2023. La Banque mondiale apporte des financements additionnels pour l'atteinte d'initiatives aux classes payotes au Niger, nous apprend ANP.NE. Oui, le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, et le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, Hans Franzer, ont signé hier mardi 18 juillet 2023 un accord de financement additionnel du projet LIR d'environ 137 milliards de francs CFA. Cet accord de financement additionnel de la Banque mondiale entre dans le cadre du programme Zéro Classe Payotte du gouvernement visant à réduire le nombre de classes de ce type, une initiative qui a été lancée en novembre 2022. À cet effet, le gouvernement entend remplacer 36 000 classes en paillotte par des classes en matériaux définitifs et de haute qualité, a indiqué le ministre du Plan en prenant la parole à cette cérémonie. Ce financement additionnel, a expliqué le représentant de la Banque mondiale pour sa part, prévoit entre autres la construction et l'équipement d'au moins 5 430 nouvelles classes dans 700 écoles primaires et secondaires pour remplacer les classes en paillotte et compléter les écoles qui n'offrent actuellement pas tous les cycles et toutes les classes au niveau préscolaire, primaire et secondaire. Cette construction de salles de classe, a expliqué le responsable de la Banque mondiale, représente environ 22,6% du nombre total de 24 000 classes en paillotte à construire dans le cadre du programme national de construction d'écoles du gouvernement du Niger, PNCEGN, pour la période 2023-2028. Pour sa part, leséchos-du-niger.com annonce qu'une institution américaine spécialisée dans le domaine de l'énergie compte investir au Niger. Il s'agit de l'USDFC, une US Development Finance Corporation, qui fait partie de ces acteurs importants sur le terrain du capital investissement en Afrique, selon les Échos du Niger. Il vient d'indiquer sa disponibilité à renforcer sa présence au Niger et dans le Sahel en mettant l'accent sur les investissements dans le secteur des énergies. Cette annonce a été faite après que Scott Nathan, le directeur général de DFC, et le président Mohamed Bazoum ont eu à échanger en marge du 15e Forum des affaires Afrique-États-Unis, tenu il y a quelques jours à Gaborone, au Botswana. Aucun détail supplémentaire n'a été donné sur la nature des échanges entre la DFC et le top management du Niger. Néanmoins, les questions liées aux énergies ont reçu une attention particulière. Lors d'un panel, le président Bazoum a indiqué que la stratégie de son pays visait à exploiter le secteur pétrolier afin de générer des revenus supplémentaires et de créer un environnement économique favorable à l'investissement des énergies renouvelables. C'est sous ce second volet que l'apport de la DFC est souhaité. La DFC pourrait aussi s'intéresser au secteur gazier naissant au Niger. Rappelons qu'au Mozambique, elle a accordé une garantie de 1,5 milliard de dollars pour un projet de développement. Néanmoins, pour l'heure, rien n'est sûr. Situé en plein cœur du Sahel, le Niger fait partie de cette zone géographique caractérisée par une instabilité sécuritaire et qui est en proie depuis plusieurs années à la présence de groupes terroristes. Ces risques pourraient sembler être trop élevés à l'institution américaine de financement du développement. Une décision définitive devrait tomber dans les prochains mois, conclut le site Les Échos du Niger. Un mécanisme de prévention de changement anticonstitutionnel a été mis en place selon nigerfocus.com. C'est en marge de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine du 15 juillet 2023 à Nairobi que la Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement ont lancé la Facilité africaine d'appui aux transitions inclusives, AFCIT. L'AFCIT a pour but de soutenir les pays en transition politique complexe et les pays à risque. En mai 2023, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont réitéré leur position de tolérance à l'égard des changements de gouvernement anticonstitutionnels et appelé à une action collective visant à créer un mécanisme robuste de renforcement de la démocratie et de la sécurité collective sur le continent. En réponse à cet appel,
la Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement ont uni leurs forces pour lancer l'AFCIT, une initiative innovante visant à apporter un soutien pragmatique complet aux pays africains en transition politique complexe. L'AFCIT a pour principal objectif de contribuer à l'élaboration des feuilles de route, des mécanismes et d'organismes de transition crédibles, inclusifs et légitimes, conduisant à terme au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et de la stabilité dans les pays concernés. Afin d'assurer les transitions inclusives, l'AFCIT complétera les instruments existants de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux, les instruments des Nations unies ainsi que les initiatives des partenaires de développement. La facilité anticipera, répondra et traitera proactivement les crises politiques complexes au sein des États membres de l'Union africaine. La mise en œuvre de l'AFCIT se fera par étapes. La première consistera à s'attaquer au changement de gouvernement anticonstitutionnel tel que défini par les normes de l'Union africaine. Il s'agira de réagir aux coups d'État militaires et aux cas de manipulation du processus démocratique. Le soutien de l'AFCIT couvrira également les pays à risque qui sont au bord d'une crise politique identifiée par des signes d'alerte précoce et des données provenant de l'Union africaine, des CERMR et de l'ONU. Les États membres de l'Union africaine ainsi que les membres du Conseil de paix et de sécurité, les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, des CERMR ainsi que les parties prenantes bilatérales et multilatérales respectives ont participé à l'événement de lancement. Et enfin, Balima, au Tchad, 110 personnes reçoivent une grâce présidentielle selon VOA Africa. 110 personnes condamnées en mai dernier pour avoir participé à des manifestations réprimées dans le sang en octobre dans plusieurs villes du Tchad ont été graciées par le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno selon un décret présidentiel consulté par AFP lundi dernier. Le 20 octobre 2022, des manifestants avaient défilé à l'appel d'une partie de l'opposition à N'Djamena, la capitale, et dans quelques autres villes pour protester contre le maintien au pouvoir pour 2 années supplémentaires du président de transition Mohamed Déby. Plus de 600 jeunes hommes, dont au moins 80 mineurs, avaient été arrêtés le 20 octobre et les jours suivants à N'Djamena, puis expédiés dans une prison en plein milieu du désert à Korotoro, à plus de 600 km. Là, ils avaient été jugés après des mois de détention sans avocat et sans journalistes de la presse non gouvernementale. Plus de la moitié a été condamnée à des peines de la prison ferme, les autres à des sursis ou relaxés. Les 110 personnes graciées avaient été jugées et condamnées à des peines de 18 mois à 5 ans de prison ferme à Korotoro, N'Djamena et Mundu, la deuxième ville du pays, a précisé Mohamed El Haji Abba Nana, procureur général de la cour d'appel de N'Djamena. Les autorités ont gracié 436 personnes condamnées pour leur participation aux manifestations du 20 octobre 2022 en moins de 4 mois. Fin mars, 259 manifestants condamnés à des prisons fermes ont bénéficié d'une mesure identique avant une deuxième vague de 67 personnes le 24 mai dernier. Merci beaucoup, Balima. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.